C'est pas parce que, par exemple, je sais pas, on s'est fixé d'obtenir 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, qu'on l'a atteint. C'est pas ça qui fait le bonheur en réalité. C'est plus le chemin parcouru pour y arriver. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Bonjour Bouchra. Bienvenue dans le podcast La Voix du Dirigeant, où on interroge des entrepreneurs pour qu'ils nous dévoilent un petit peu les dessous de l'entrepreneuriat. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Oui, bien sûr. Donc du coup, je m'appelle Steven Marché, j'habite à Albi, j'ai 33 ans. Mon activité, c'est de faire la publicité en ligne, plus précisément donc la publicité sur Google et sur Facebook. Du coup, moi ma question, pour préciser, tu dis que tu es dans la publicité, tu fais des publicités. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu peux expliciter? Alors, quand je dis que je fais la publicité, c'est-à-dire que je vais créer la publicité à travers les images, les textes, et aussi sélectionner les bonnes personnes pour pouvoir diriger ces personnes-là vers des sites web ou alors des pages de vente. Et mon travail, en fait, ça va être de gérer tout cet aspect-là. Donc, on appelle ça des campagnes publicitaires. Et mon travail aussi complémentaire, ça va être d'optimiser les sites web et les pages de vente afin qu'il y ait des meilleurs taux de conversion. Et pour avoir un bon taux de conversion, en réalité, il faut savoir le mesurer. Et donc, pour le mesurer, on a une notion qu'on appelle le tracking. Et donc, ça, c'est une troisième chose que je fais. Donc, il y a la publicité, le tracking et l'optimisation des sites web. Et donc, au niveau du tracking, mon boulot, ça va être de bien mesurer les audiences, ce qui se passe exactement sur le site web, pour pouvoir les analyser derrière et donc faire mes optimisations de site web. Donc si je comprends bien, moi j'ai un produit, je t'appelle, tu fais la landing page, tu fais la publicité, tu diffuses la publicité, tu suis la transformation et tout ça. Tout à fait. Alors moi, en fait, je vais m'arrêter. Donc, il y a deux cas d'entreprises en réalité. Il y a les entreprises qui font, qui vendent en B2B, ou alors les entreprises qui vendent en B2C, et tu as des entreprises qui vendent des services, ou alors des entreprises qui vendent des produits à travers des sites e-commerce. Et donc dans le cadre d'entreprises qui vendent des services, en fait, moi je vais m'arrêter à te donner un prospect qui est qualifié. Et après, c'est à toi, évidemment, de transformer ce prospect qualifié en client. Moi, je m'arrête en fait au moment où c'est que la personne elle est la plus à même à faire appel à tes services. Donc en gros, le dernier call to action, pour parler d'un terme technique, dans ce cadre-là, c'est une prise de rendez-vous. C'est ça. Ok. J'envoie entre guillemets la patate chaude à mon client. Je dis voilà, lui il est prêt, donc je lui envoie. Et du coup, tu travailles sur du service tout comme du produit, et tu travailles en B2B et en B2C. C'est ça. Alors, tu as cité Google, est-ce que des publicités YouTube, ça en fait partie? Exactement. Ok. Alors, YouTube fait partie de Google. Effectivement, j'aime bien donner cette référence aux personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est la publicité Google. Je leur dis, est-ce que tu regardes des vidéos YouTube? Et ils me disent oui. Est-ce que des fois, tu as marqué skip ads ou alors passer l'annonce? Oui. Je leur dis dans 0,00001%, des fois, c'est moi. Ça vient de la publicité de mes clients, quoi. Oui. Voilà. Et LinkedIn, LinkedIn, est-ce qu'il y a de la publicité dessus? Alors, LinkedIn, il y a la publicité aussi. Je ne fais pas la publicité sur LinkedIn. Par contre, je fais aussi la prospection par message instantané. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, ça va être de cibler un avatar client, un persona, quoi. Et en fait, d'aller envoyer à ce groupe de personnes des messages en masse automatisés et ensuite de faire du semi-automatisé parce que la personne elle va répondre au bout d'un moment et ça on peut pas le gérer en réalité en automatisé. Donc mon travail ça va être de répondre de manière personnalisée à chacun. Et là pareil, j'ai une conversation avec le prospect et dès qu'il devient prospect qualifié, je dis à mon client il y a cette personne là qui serait vraiment très intéressée par tes services et donc il faudrait organiser un rendez-vous téléphonique ou physique. Donc de manière générale, si je résume, ton métier, c'est de ramener à tes clients un ensemble de prospects qualifiés, voire même des clients quand ce sont des produits qu'ils vendent. Exactement. Et du coup, si on revient à ton entreprise à toi, Steven, est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu es avec plusieurs personnes? Et qui tu adresses? Déjà, effectivement, je suis tout seul. Mais pas vraiment. Parce qu'en réalité, j'ai été formé par... je suis très fier de le dire, mais j'ai été formé par l'un des meilleurs de France, voire le meilleur de France, qui s'appelle Bruno Guyot, à tout ce qui est publicité en ligne.
Et en fait, il faut savoir que Bruno Guyot, c'est quelqu'un qui fait des formations payantes. Donc j'ai financé, je me suis autofinancé mes formations. Et en fait, il y a aussi une communauté. On est une communauté, à peu près là aujourd'hui, on est 500 personnes qui font exactement le même métier. Et donc le gros avantage, en fait, c'est qu'on est entre nous. Et donc à travers, par exemple, un groupe Discord, ça va nous permettre de pouvoir exposer des problématiques clients. Et donc, dans l'heure qui suit, un peu comme avec la LCAB, en fait, dans l'heure qui suit ou la journée, quoi, la problématique, elle est répondue. Donc, je suis tout seul pour travailler avec mes clients, mais en réalité, je suis accompagné, en fait, d'une communauté et de Bruno Guyot, euh, voilà, et d'ailleurs, enfin, à ce propos, enfin, je suis extrêmement fier parce qu'il m'a proposé justement de travailler en collaboration avec lui. D'ici pas longtemps, ça devrait se faire. Ah, bravo. Donc c'est une très très grande fierté pour moi. C'était un rêve depuis 2 ans. Donc voilà, si jamais il m'entend un jour, j'ai hâte qu'on puisse faire partie voilà, de la même équipe entre guillemets. Et donc là, en fait, l'objectif, voilà, ça serait de pouvoir travailler avec lui sur des comptes clients à lui, voire même l'aider sur des aspects formation, etc. Du coup, si je résume, hein, la partie communautaire, c'est surtout que ça t'apporte à la fois une sorte de veille, de mise à jour de tes compétences, des savoirs, parce que j'imagine que les robots, tout ça, ça évolue énormément. La façon de gérer la publicité aussi dans chacun de ces acteurs. Et au-delà de ça, tu peux demander des conseils si tu connais pas bien un secteur, j'imagine, par exemple, si quelqu'un a déjà fait quelque chose. Ouais. Oui, voilà, parce que j'ai pas répondu totalement à la question, parce que Bouchra m'a demandé quelles étaient mes cibles. Et du coup, en réalité, moi, mes cibles, c'est les entreprises qui ont déjà d'une envie d'évoluer, qui ont une forte envie d'évoluer. Ensuite, il y a certains secteurs d'activité que je ne fais pas. Les secteurs très concurrentiels, comme par exemple l'immobilier, les assurances. C'est pas des secteurs que je traite du tout. Et j'ai besoin aussi voilà, d'une démarcation de la part de l'entreprise par rapport aux autres concurrents. Parce qu'en réalité, comment dire, j'aime bien la créativité. J'aime bien aussi voilà, les entreprises qui ont vraiment envie d'évoluer. C'est ça mon critère principal. Et surtout qu'elles se démarquent par rapport aux autres. Donc ça veut dire que si on veut travailler avec toi, en amont, il faut être en mesure de déjà identifier la différenciation qu'on a avec les autres de notre secteur pour que tu puisses exploiter cette différence, toi, derrière, dans ton métier. Ouais, exactement. En fait, en réalité, le métier que je fais, c'est pas un métier, comment dire, court-termiste. C'est-à-dire que c'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui va faire une opération spécifique dans une entreprise sur une journée et ça sera terminé. En réalité, la publicité, c'est un travail de longue haleine, en réalité. Et donc, ça demande plusieurs mois, voire plusieurs années de travailler ensemble. Et je dis souvent, voilà, le client à qui je vais travailler, il est expert dans son domaine d'activité. Il connaît par cœur son secteur de marché, son secteur d'activité. Et moi, en fait, je connais le mien. Et à nous deux, on arrive en fait, en réalité, à combiner nos compétences et nos expériences pour faire quelque chose de positif et de bien, quoi. Alors, on va revenir sur un tout petit peu de précision. Tu as parlé de travail de longue haleine. Ouais. Est-ce que tu peux être plus précis? C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, en combien de temps il peut y avoir des résultats avec de la publicité? Est-ce que ça dépend du budget? J'imagine que oui. Est-ce que tu peux en dire juste un petit peu plus pour qu'on ait une idée de ce que ça veut dire le longue haleine? Ouais, mais c'est une très bonne question. Longue haleine, alors déjà, comment dire, c'est assez complexe à répondre à cette question. Parce que tous les secteurs d'activité ne sont pas pareils. Quand on va mettre de la publicité, voilà, je veux dire, la réaction du public en face ne va pas être la même suivant les secteurs d'activité, si c'est niche, pas une niche, etc. Les budgets, oui, c'est une grosse conséquence. En réalité, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les résultats positifs résultent de l'accumulation de la data et de la capacité à analyser cette data, en fait, toutes les données utilisateurs. Et donc, plus on a de données, je vais d'ailleurs vous donner un exemple concret, j'adore donner cet exemple. Plus on a de données, et plus en fait on va pouvoir faire du travail précis et qui va mener des gros résultats. Donc je vous cite un exemple que j'adore citer à chaque fois. C'est j'ai une entreprise pour qui une entreprise qui vend des purificateurs d'eau. Et en fait, on s'est aperçu grâce à Google Analytics, donc Google Analytics qui est un logiciel qui permet de pouvoir collecter les données des utilisateurs quand ils viennent sur votre site web. Eh bien, on s'est aperçu que les meilleurs acheteurs étaient ceux qui écoutaient du rock. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris
j'ai pris du coup l'image d'un rocker, j'ai mis le produit à côté, sur le site web, j'ai fait une personnalisation et depuis on a explosé les ventes en réalité. Donc tu as fait une landing page spécialisée pour cette cible-là. Ouais, c'est ça. Et ça a explosé les ventes. Et oui. Okay. Donc en fait, tout ça réside dans l'accumulation des données. Et quand on parle de budget publicitaire, en fait, plus on va avoir un budget publicitaire faible, plus il va falloir énormément de mois et de temps, en réalité, pour accumuler toutes ces données et les interpréter. Plus on aura un budget fort, et moins il faudra de temps, en réalité, pour tout interpréter et faire les modifications nécessaires. Tu peux nous donner des chiffres approximatifs? C'est quoi un budget faible? C'est quoi un budget fort? Où ça commence où? Ça se termine où? C'est quoi longue haleine? Enfin, supposons quelqu'un vient de te voir et puis il te donne du budget, il veut travailler 1 mois. Et au bout d'1 mois, il n'y a pas de résultat, il s'en va. Est-ce que 1 mois, c'est suffisamment représentatif pour s'en aller ou non, il faut 2, 3, 4, enfin... En fait, on va dire que je fonctionne sur des principes et beaucoup font comme ça. Déjà, le marketing digital, c'est pas une science exacte. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que si jamais j'étais en capacité de dire au client, bon, ok, donc moi, ce que je considère un budget faible, ça va être 500 € par mois, par exemple. Et donc, je serai jamais en capacité de dire à mon client, à mon futur client, écoute, si tu me donnes 500 €, moi, je t'en rapporte 3000. Parce que je serais un menteur de dire ça, déjà d'une. Et ensuite, de deux, c'est parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance combien ça va rapporter. Par contre, le seul truc que je dis en général, c'est que je vais tout faire pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et ça, c'est la vérité. Et donc, pour répondre à ta question d'un point de vue timing, en général, ce que je préconise, c'est qu'il y ait 3 mois, en réalité, de test AB pour se rendre vraiment compte, voilà, si jamais on va pouvoir amener des véritables améliorations et des véritables ventes au business ou non. Donc au moins pour évaluer si c'est rentable ou pas. Ouais. Parce que c'est vrai que dans le cadre de produits, ou là je parle pas des services, dans le cadre de produits, on peut imaginer du coup quel est le chiffre d'affaires à la fin. Si on investit 500 Tout à fait, et qu'on fait 501 de chiffre d'affaires, bon, on n'a quasiment rien gagné, mais on a quand même gagné. On a gagné 1. Et encore, ouais. Donc sur le long terme, ça peut être intéressant. Et si on investit plus, si on multiplie par 10, qu'on fait 5000, ça fait 5010, donc on gagne un peu plus. Si par contre on est à 100, c'est là qu'on se dit, ok, ça sert à rien, on n'avance pas. Ou alors on change de stratégie. On appelle ça donc des retours sur investissement. Et donc effectivement, en fait, le but, quand un client investit, c'est qu'il ait des retours sur investissement. Et en général, il faut qu'il ait des retours sur investissement à peu près de 2,5 à x3, parce qu'en réalité, il a des charges derrière lui aussi. Il y a aussi ce qu'il faut pas oublier, c'est que en réalité, quand vous injectez un budget publicitaire, il y a le budget publicitaire, mais il y a aussi les frais du prestataire. Ah oui. Il y a les frais de l'entreprise. Et donc du coup, la marge derrière, elle est réduite. Donc, en général, on dit qu'il faut arriver à faire au moins 3 fois le montant de l'investissement pour commencer à rentrer dans les clous et pour commencer à gagner, quoi. Donc 500, tant qu'on n'a pas du 1500, ça vaut pas le coup. Ça dépend encore une fois du secteur d'activité. En fait, ça dépend des frais aussi. Alors, ça dépend du secteur d'activité. Encore une fois, je vous cite un exemple. Si vous vendez un produit en e-commerce à 20 €, c'est pas la même chose que si on vend un matelas à 1500, par exemple. Un matelas 1500 avec un seul matelas, on peut déjà arriver à se rembourser tous les frais. Avec un produit à 20 €, il faudra un certain nombre. Je ne suis pas un grand mathématicien, mais il faudra un certain nombre pour avoir un retour sur investissement. Vous voyez le principe ? Tout est une question de marge derrière et de vérifier... Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise soit gagnante. Dans tous les cas, coûte que coûte, il faut qu'elle soit gagnante. Et donc, en général, on commence quand même à avoir des résultats au bout d'un mois. Mais le top du top, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle du test and scale. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on va faire tout un tas de tests sur le site, sur les publicités, etc., etc. Et au bout de 3 mois, on fait un bilan. Si jamais ça marche, on scale, donc on augmente considérablement les budgets. Et si ça marche pas, il faut trouver une autre solution. Sachant qu'on cible principalement donc, dans cette chaîne des entrepreneurs qui sont débutants, potentiellement qui n'ont pas fait de vente ou qui en ont fait 1 ou 2, ils ne maîtrisent pas forcément beaucoup leurs clients cibles. Est-ce que tu les accompagnes dans cette démarche
Ou est-ce que les entreprises que tu adresses dans tes clients, bah en fait, c'est des entreprises qui ont au moins fait quelques ventes et qui savent un petit peu cerner, qui ont de la data un petit peu sur leurs clients? Non, pas forcément. C'est une très bonne question aussi. En fait, l'entreprise peut avoir de la data, c'est le mieux, mais elle peut ne pas en avoir aussi. Et là, en fait, j'ai une méthodologie dont on parlait, Nicolas, ce midi. J'ai une méthodologie bien spécifique où c'est que ben là, je vais analyser, par exemple, 500 à 1000 avis sur Internet, que ce soit sur des forums, Facebook, Twitter, les avis Google, les blogs, à la fin des blogs, il y a des commentaires, etc. Je vais aller collecter 500 à 1000 avis sur une thématique en particulier. Et ensuite, je vais faire un mix de tout ça, récolter ce qui se dit le plus. Et en fait, grâce à ça, déjà, je saurai exactement ce qu'attend l'avatar, le persona de l'entreprise avec qui je travaille. Donc en fait, ta data, tu vas la chercher sur ce domaine-là, que ce soit chez des concurrents, sur des bouquins, des choses comme ça. Tous les commentaires qu'il peut y avoir à droite à gauche. Après, alors la data principalement, non, je vais la chercher sur Google Analytics, qui lui, en fait, à partir du moment où c'est que vous faites une visite sur un site internet, en réalité, tout est traqué, mais anonymisé, évidemment. Il n'y a pas marqué vos noms, vos prénoms, mais c'est des numéros. Et donc, du coup, avec la masse de numéros d'ID qu'on appelle, et bien, du coup, on a des tendances qui se dégagent. Et donc, on va voir, par exemple, la cible idéale, on va s'apercevoir que c'est la femme entre 30 ans et 35 ans, qui a 2 enfants, qui a une maison, qui a acheté une maison, etc., etc., etc. Et donc Comment après, tu sais qu'ils ont une maison, les gens? en fait, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, il vous connaît. Mieux que nous-mêmes. Alors, peut-être pas mieux que vous-même, mais il vous connaît même mieux que vos proches en réalité. Il y a vous pouvez tout à fait voir, vous tapez juste en requête Google, qu'est-ce que Google connaît de moi, par exemple. Et en fait, il y a des pages spécifiques qui vont dire exactement quels sont vos centres d'intérêt d'après Google. Comment il vous représente lui. Et donc il va vous dire si vous avez des enfants, pas d'enfants, si vous avez actuellement, si vous êtes locataire, propriétaire. Génial. Donc voilà, il va vous dire tout ça. Et en fait, vu que chaque utilisateur a cette fiche, eh bien en réalité, Google va s'appuyer sur toutes ces fiches-là pour pouvoir me faire un... C'est quoi, il y a un site gratuit, un lien, quelque chose que tu peux nous fournir à mettre en description de l'interview? Oui, bien sûr, ben, je vous les fournirai. Il y en a 2, c'est gratuit, c'est tout à fait gratuit. Vous saurez donc... Comme ça, les gens pourront s'amuser à faire le test. C'est ça. Vous connaîtrez en fait, d'après Google, vos centres d'intérêt, en sachant que c'est toutes les années que vous avez passées chez Google, par exemple, seront accumulées. Et donc du coup, vous verrez voilà, tous vos centres d'intérêt, etc. On regardera ça. Moi, ce que j'aime bien dans ton métier, c'est que nous, ce qu'on explique aux gens de manière générale quand ils créent leur entreprise ou quand ils créent un nouveau produit, parce que c'est pas forcément à la création de l'entreprise, le persona, c'est la base. C'est vraiment de savoir à qui on va s'adresser, quelle est la cible. Et pour ça, il y a plein de techniques. On peut faire des entretiens clients cibles. Il y a plein de choses à faire. Toi, ce que tu rajoutes à ça, c'est une précision tu rajoutes beaucoup de précision finalement au persona. C'est-à-dire que même s'il existe avant, toi, tu es capable de le caractériser de manière très détaillée et du coup de faire ressortir des choses qu'on n'a pas forcément pensé. Parce que par exemple, quand on vend des purificateurs d'eau, on se dit pas, bah tiens, je vais adresser les rockers. C'est pas quelque chose qu'on se dit comme ça lorsqu'on travaille, même dans le marketing. Il y a que de la donnée bien précise qui peut l'apporter, quoi. Tout à fait, tu as tout bien résumé. En réalité, en fait, le marketing digital ne réside pas sur les intuitions, il réside sur les données. Et ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'en fait, on peut pas, c'est indiscutable en réalité. Les chiffres, ils sont indiscutables. Juste, je finirai avec ça, mais je prends un autre exemple concret. J'ai un nouveau client que j'ai acquis, et en fait, il avait refait son site internet. Pour lui, son site internet, il était très bien. Donc moi, je lui ai dit, c'est vrai que d'un point de vue UX, donc c'est-à-dire design, il est très bien ton site. Par contre, il y a un problème. C'est que d'un point de vue taux de conversion, ça va pas du tout. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne des sites e-commerce mondiaux, il faut être à 1,5%. C'est-à-dire que si jamais on a 100%, 100 utilisateurs, il y en aura 1,5 qui va transformer. D'accord ? Et lui, il est à 0,08%. Autrement dit, quand il y a 100 utilisateurs, il n'en transforme même pas un. Même pas un, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai expliqué, écoute, ton site, il est très bien, il est très joli. Par contre,
Le truc, c'est que en fait, maintenant, il va falloir l'améliorer, l'optimiser pour qu'il puisse convertir. Voilà. Et donc ça, grâce à la data, aux données, il ne pouvait pas le contester du tout. Parce que le calcul est très simple. C'est le nombre de transformations divisé par le nombre de visites. C'est ce que tu dis, c'est que ton métier, c'est du pragmatisme. C'est pas, comment dire, c'est pas de l'artistique. T'es pas là pour faire un joli site. T'es pas là pour faire en sorte que la publicité, elle ait des Oscars. T'es là, par contre, pour faire en sorte qu'elle convertisse. Et c'est le seul et unique but, c'est de convertir et de vendre. Qu'elle convertisse et surtout d'avoir une expérience client qui est la mieux possible. Parce qu'en réalité, on en parlera, je pense, après, mais je suis tombé un peu là-dedans par hasard. Et avant, je détestais les publicités qui pouvaient m'être affichées intempestivement partout. Et en fait, j'ai compris que si jamais je fais la publicité de manière intelligente, personnalisée, suivant les goûts de chacun, on peut rendre la publicité agréable. Imaginez, vous avez par exemple un nouveau chien. Par hasard, je dis ça tout à fait par hasard. Vous avez un nouveau chien. Ben, du coup, si jamais on vous affiche des publicités pour, je sais pas, toiletter ce chien, ou alors pour des produits spécifiques, des jouets, etc., pour vous, ça aura du sens en ce moment. Ça aura du sens pour vous. Et donc, mon métier, c'est de faire en sorte que cette publicité-là soit affichée pour vous, parce que je sais qu'en réalité, parce que Google sait que c'est quelque chose qui vous intéresse. Dernière petite question ou petit avis ou remarque, je sais pas trop, je vais la formaliser et puis après on saura ce que c'est. Moi, je fais régulièrement de la veille concurrentielle. Et donc, je vais aller sur les sites des partenaires pour regarder, ou des concurrents, des partenaires. Je vais aller regarder ce qu'ils offrent comme produits, ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils font, etc. France, États-Unis, Canada, je regarde un petit peu partout dans le monde, pays francophones et compagnie. Et il s'avère que dans Google, dans YouTube, etc., je suis submergée de pubs intempestives de concurrents qui font leur truc. Alors c'est super parce que la veille, elle vient jusqu'à moi maintenant, mais en fait, j'ai jamais voulu ça. En fait, je suis pas du tout la cible. En réalité, c'est parce que tu as tapé un certain nombre de requêtes sur tes concurrents. Google a jugé que c'était un sujet qui t'intéressait fortement. Et donc, du coup, il t'a affiché en conséquence des publicités qui sont en rapport avec tes recherches. J'ai entendu le dire, c'est que quand on paramètre son compte YouTube, si vous avez un compte YouTube, ceux qui nous regardent, je crois qu'on peut paramétrer pour que on filtre les publicités qui peuvent apparaître sur notre compte en fonction justement des secteurs. Parce que ce serait pas terrible qu'un de vos concurrents arrive en publicité dans votre vidéo à vous. Parce que ça serait embêtant. Et pourtant, eux, c'est ce qu'ils ciblent. Justement, si vous arrivez à avoir vos publicités YouTube qui sont dans les vidéos de vos concurrents, c'est l'idéal. En gros, toi, tu fais le travail et l'autre, il paye de la publicité, il est dedans. C'est ça. Mais c'est exactement ce que je fais. En réalité, c'est exactement ce que je fais. J'adore. C'est une bonne pratique d'aller faire de la publicité sur nos concurrents. Parce que en réalité, on peut leur prendre des ventes. J'ai un client qui fait des barbecues, par exemple. Et donc, du coup, si on va sur les concurrents, surtout les mastodontes, comme Weber, qui est un énorme mastodonte, du coup, et qu'on a notre publicité juste avant lui, et du coup, très souvent, on va lui piquer des ventes en réalité. Parce que l'humain, par définition, il a... c'est un peu, comment dire, c'est un peu familier. Voilà, il va au plus simple, exactement. Il va au plus simple et donc du coup, il va avoir la flemme de descendre jusqu'en bas de la page pour avoir son résultat. Lui, il fait une recherche, il a le résultat. Et donc, il va cliquer en général. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour s'intéresser à toi et à tes problématiques. Et j'aimerais juste revenir sur ton business model parce que tu parles du fait que ton objectif, c'est de générer 2,5 à 3 fois l'investissement du client. Du coup, est-ce que tu te rémunères en prenant un markup là-dessus, c'est-à-dire qu'à la réussite finalement, ou est-ce que tu te rémunères à la prestation de service, au temps que tu passes pour aider ton client? Globalement, j'ai une double rémunération. J'en ai une rémunération qu'on appelle à la performance, c'est-à-dire que l'objectif, en fait, pour moi, ça va être de générer un maximum de ventes et d'évoluer en même temps que l'entreprise avec elle. Et si jamais, en réalité, j'ai un intérêt dedans,
j'ai tout intérêt à ce que l'entreprise, entre guillemets, elle explose le plus rapidement possible. Et après, j'ai un autre système de rémunération, mais voilà. Ok, ça marche, merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, Stéphane, est-ce que tu peux nous partager les plus grandes difficultés que tu aies pu rencontrer en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce que tu en as appris, qu'est-ce que tu en as tiré, comment tu les as dépassées? Déjà, ma plus grande difficulté, ça a été de passer du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat. Parce que en réalité, après ça me concerne que moi, mais je trouve qu'on n'a pas été forcément bien informés, on va dire, pour devenir des entrepreneurs aguerris. Je trouve qu'on a plutôt été formés pour être des salariés, en réalité, à travers les études. Et du coup, j'avais beaucoup d'idées. Et en moi, ça a explosé, cette envie d'être un entrepreneur. J'avais énormément de choses, mais par contre, j'étais bloqué parce que pour moi, ça me semblait être le Pérou, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais l'impression que c'était une opération impossible, qu'il allait me falloir remplir des milliards de papiers, etc., etc. Il y a des procédures trop longues. Et en fait, non. C'était moins effrayant de le vivre que de l'imaginer. Comme la plupart des problèmes en réalité qu'on a aujourd'hui. On se fait souvent des montagnes par rapport à des problèmes qu'on a, mais en réalité, c'est des montagnes pour nous, dans notre tête, mais quand on en parle à quelqu'un d'autre, il me dit « Mais non, il n'y a pas de problème, si tu vas y arriver, honnêtement, je te jure, j'ai rencontré beaucoup plus difficile comme cas, etc. » Donc, ouais. En fait, à l'école, on est juste formé en fait, à étudier, reproduire ce qu'on a appris à faire, obéir à des ordres, suivre un schéma, un cahier d'exercice, un truc que un professeur nous a montré ou nous a donné. Et au final, on n'est pas du tout... il y a pas de contexte pour la liberté de réfléchir, la liberté de penser, d'innover, de prendre ses responsabilités. C'est vrai. Donc je comprends parfaitement que c'est déstabilisant. Après, j'ai été à un moment contactée par une personne qui avait cherché à créer sa société. Alors, je pense que tu mets beaucoup de choses derrière devenir entrepreneur. Mais en fait, elle bloquait juste sur la phase créer sa société. Et ça, pour le coup, c'est facile. T'appelles un comptable, tu crées un compte bancaire, ils le font pour toi. Enfin, il y a plein de banques qui font toutes les démarches, toute la paperasse. Notre comptable, nous, on a juste signé, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, les démarches de création, oui. Mais ça, c'est une étape qui est infime par rapport à ce que c'est en réalité être entrepreneur, en réalité. Et du coup, c'est quoi exactement qui te faisait peur? Ce qui me faisait peur, en réalité, c'est... vu que ça a toujours été un rêve, c'est d'accomplir mon rêve, en fait. Ça a toujours été un rêve, voilà, d'avoir ma propre entreprise. Et en fait, en réalité, il y a toujours quelque chose qui bloque. C'est qu'on veut toujours être presque parfait. Et on se dit, tant que j'ai pas tous les éléments en main, je me lancerai pas parce qu'il me faut avoir toutes les informations nécessaires, etc. Et en fait, non, pas du tout. C'est une grosse erreur. C'est le côté risque. En fait, c'est quand on est salarié, on a très peu de gestion de risque à avoir sur soi-même, en tout cas. Et là, d'un coup, en fait, il faut accepter la gestion des risques. Et du coup, on a tendance à se dire, ok, oui, je vais faire un business plan carré tant que je suis pas sûr de faire tant de pourcents de marge, je me lance pas, etc., etc. Et tout ça, ça fait qu'on se lance jamais. On se met toujours des barrières. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Et quand on se lancera, en fait, ce sera trop tard. Ou alors, on aura carrément plus envie de se lancer. Alors que justement, si on y va un peu à l'aveugle, alors je dis pas qu'il faut y aller complètement à l'aveugle, ça reste des risques, hein, il faut les gérer. Mais par contre, il faut accepter que justement, il y a de l'aléatoire, il y a des choses qui se passeront pas bien. Et ça fait partie du job, en fait. C'est ça. Et puis de toute façon, j'aime beaucoup cette image. En réalité, c'est pas l'objectif. Et c'est pas comment dire, l'atteinte de l'objectif et l'atteinte du résultat qui compte. C'est vraiment le chemin parcouru. Et je pense que c'est vraiment vrai en réalité. C'est pas parce que, par exemple, je sais pas, on s'est fixé d'obtenir 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel qu'on l'a atteint. C'est pas ça qui fait le bonheur en réalité. C'est plus le chemin parcouru pour y arriver. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment vrai. Ouais. C'est vrai. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que
on va faire des erreurs, on va forcément faire des erreurs dans ce chemin-là. Et c'est ces petites erreurs qui nous font apprendre, qui nous font nous dépasser, qui font que déjà on devient meilleur et qu'on a un chemin qui est intéressant. Après, il n'y a pas que les erreurs, hein. Enfin, à un moment, il faut se lancer et puis traiter les problèmes au fur et à mesure. Parce que si on attend d'avoir traité tous les hypothétiques problèmes qu'on pourrait peut-être un jour, si ces étoiles ne sont pas alignées, je sais pas quoi, rencontrer, enfin, autant se lancer. Dès qu'il y a un petit problème qui pointe le bout de son nez, faut l'adresser. Mais c'est clair, c'est clair. Et en fait, pour en revenir du coup à l'école, bah, c'est exactement ça. C'est que la façon dont l'école en France est faite, avec le fait de donner des notes, etc., le fait de pointer toutes les erreurs qu'on fait dans une copie. Même, je me rappelle, hein, moi à mon époque, je sais pas comment c'est aujourd'hui le collège, mais à mon époque, il y avait de la musique et de l'art plastique. L'art plastique, c'était quelque chose de limite scientifique. Il fallait expliquer pourquoi on fait tel dessin de telle manière, etc. Et la musique, il fallait apprendre par cœur des choses. Où est la place à la créativité, à la prise d'initiative. Et justement, c'est là où, comme tu dis, hein, on apprend à être salarié et pas entrepreneur. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour dépasser cette problématique? En réalité, tout s'est passé très rapidement et on va dire un pur hasard. C'est-à-dire que en réalité, en fait, j'étais voué à être responsable de production dans l'industrie. Je travaillais dans une entreprise qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs la VOA, la Verrerie d'Albi, et qui est une très grosse entreprise, enfin une grosse entreprise, ouais. Et j'ai un ami à moi qui est entrepreneur et qui aide les entreprises en fait à s'agrandir. Et du coup, il m'appelle un jour, il me dit Steven, est-ce que ça te dirait pas de faire du digital marketing? J'ai dit ouais, je sais pas. C'est quoi ça? Il me dit ouais, voilà, déjà, c'est quoi ça? Et il me dit écoute, j'ai quelqu'un dans mon réseau qui cherche à former une personne dans ce milieu-là. J'ai dit ouais, mais j'y connais absolument rien. Enfin, je suis du milieu de l'industrie. Enfin, je veux dire, voilà, ça a complètement rien à voir. Il me dit c'est pas grave du tout. Il me dit il va te former. Et donc, du coup, voilà, en fait, il m'a mis en relation avec cette personne. Cette personne, lui, ça faisait 3 ans qu'il faisait ce métier. Et du coup, il m'a formé. Il s'appelle Pascal Fardel. Je le remercie. J'ai déjà remercié sur LinkedIn, mais je le remercie à nouveau aujourd'hui pour m'avoir enseigné tout ce qu'il m'a enseigné. Et lui m'avait enseigné en réalité Facebook, la publicité Facebook et le fait de pouvoir prospecter des personnes via la messagerie de LinkedIn. C'est une aide du destin finalement qui t'a poussé là-dedans. C'est une aide du destin, c'est une opportunité saisie. Opportunité, mais que du coup tu as saisi. C'est très bien de saisir des opportunités parce que c'est pas le destin qui choisit pour toi, c'est toi qui as choisi de la saisir. Alors justement, exactement, moi j'adore dire cette phrase, c'est qu'en réalité, quand on devient des adultes, notre vie, moi je la vois comme ça, c'est qu'on a tous des cartes en main. Et la vie qu'on aura, c'est suivant comment on va jouer ces cartes. Et ça va, peut-être, je réponds un peu à l'avance, ça va faire partie de la résilience. Mais et pour moi, je me dis, si vous jouez de cette manière ou de cette manière les cartes, il va se passer des choses différentes. Donc quelque part, en fait, on est responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui et demain. Et ne pas jouer, c'est aussi un choix et du coup, une responsabilité. C'est ça. On peut pas dire c'est pas de ma faute, je pouvais pas, j'avais les enfants à m'occuper, etc., etc. Non, c'est toi qui as choisi exactement le chemin que tu t'es t'es comme tracé. Quand quelqu'un te dit j'ai pas le temps de faire ça, mais en réalité c'est pas qu'il a pas le temps, c'est que tu ne fais pas partie des priorités de son temps. C'est ça. Parce que en réalité, si jamais tu dis autre chose à la personne, tu dis écoute, d'ici mardi prochain à 1h, je te donne l'occasion de gagner 1000 € comme ça d'un seul coup. Ah bon, j'avais prévu un rendez-vous, non mais t'inquiète pas, je l'annule mon rendez-vous, j'arrive, il n'y a pas de problème. Enfin, vous voyez, c'est toute une question de priorité en réalité. Donc la question suivante, c'est plus la difficulté maintenant, c'est plutôt la prise de décision. On a un petit peu parlé de prise de décision à l'instant, mais là maintenant, est-ce que toi tu te rappelles d'une décision particulièrement difficile que tu as eu à prendre ou complexe, et est-ce que tu peux nous la raconter? Ok, c'est pas compliqué, c'était pour quitter mon associé, la personne qui m'a formé à la publicité. D'accord. C'était une décision très complexe pour moi. Parce qu'en fait, j'attache beaucoup d'importance à la loyauté. Et pour moi, j'étais extrêmement reconnaissant que cette personne-là, en fait, m'avait plongé dans cet univers
parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une passion. Je vis ça vraiment avec passion. J'adore mon métier. Je me lève le matin. Je vais voir les résultats. S'il y a des problèmes, j'essaie de résoudre les problèmes. Et pour moi, c'est un luxe, en fait. C'est un grand luxe. Et c'était une très grande difficulté pour moi de devoir me séparer de lui. Ce choix de se séparer de lui, ça vient d'où? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ce choix, ça vient de moi. Et c'était purement d'un aspect financier. Parce que j'estimais que mon travail valait beaucoup plus que ce que je percevais. Et du coup aussi, je me disais que si je m'envolais par mes propres ailes, j'aurais les résultats de mon travail à moi et pas du sien. Parce que c'est lui qui gérait en réalité les clients, la relation avec les clients, et moi je faisais de l'exécution. D'accord, donc tu étais quasiment comme un salarié dans son entreprise à lui, en fait. Même si tu avais apparemment que tu étais associé, donc tu avais une partie de l'entreprise. Ouais. Toi, tu te sentais pas propriétaire, tu te sentais exécutant dans l'entreprise et tu as voulu t'émanciper. Donc en fait, cette personne qui t'a formé, comment ça s'est passé? Tu es rentré dans les statuts, c'est ça? Tu as eu une part de l'entreprise et puis... En fait, pas du tout. C'était un peu un travail comme si j'étais un sous-traitant en réalité, parce que lui, il était suisse. Et moi, du coup, j'étais donc auto-entrepreneur, voilà, à mon compte. Mais du coup, on travaillait ensemble sur des sujets comme on pourrait travailler avec d'autres entrepreneurs en tant que prestataires différents qui vont travailler sur un même client en réalité. Et moi, j'exécutais en fait une partie des tâches qu'il devait faire pour ses clients. Donc en fait, vous aviez une relation d'associé, mais en fait, tu étais freelance. Oui. En fait, il a formé un technicien pour lui qui va pouvoir l'aider dans son boulot. C'est ça. En tant qu'auto-entrepreneur. Mais du coup, toi, tu n'avais pas de relation commerciale, tu n'avais pas Aucune. Voilà, c'était vraiment... Tu apportais un savoir-faire directement à l'entreprise et au projet. Et tu travaillais que avec lui? Oui, je travaillais avec lui sur tous les sujets des clients en réalité qu'il avait lui. Ah oui, du coup, ça signifie qu'en fait, en le quittant, c'est comme si tu disais non à ton seul et unique client, à 100% de ton chiffre d'affaires. Exactement. Et du coup, ça me fait penser à une difficulté. Ouais. La difficulté, ça a été d'arriver déjà à trouver mes premiers clients et aussi de les faire payer. Ah, parce qu'en réalité, je m'estimais un peu, entre guillemets, même si j'avais fait mes preuves avec d'autres comptes, imposteur. Et pour moi, j'estimais que mon client ne devait pas payer aussi autant qu'avec la majorité des autres prestataires parce que j'étais pas un expert aguerri, un expert vraiment très pointu. Donc en fait, tu faisais du digital marketing, tu trouvais des clients pour tes clients, pour les gens dont tu traites leur page de vente, leur publicité, etc. Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est du jour au lendemain, en fait, je l'ai quitté. Et du jour au lendemain, il m'a fallu trouver mes propres clients. Oui, mais pour ses clients, à lui, tu trouvais des clients avec la publicité et tout ça. Ah oui, mais alors après, là, c'était différent. Parce qu'en fait, je trouvais des clients grâce à la publicité. Oui, tout à fait. Mais après, ça ne me concernait pas. En fait, lui, après, avec le bilan de son propre client, il disait, écoute, j'ai réussi à t'amener tant de prospects, tant de ventes, mais moi, à aucun moment, j'étais cité, en fait. D'accord. Mais toi... est-ce que cette technique que tu étais capable de faire pour les clients de ce monsieur, c'est ça, comment dire, c'est ces techniques-là que tu devais appliquer sur toi-même pour trouver tes premiers clients? Aussi. Mais on dit souvent, hein, vous le savez, que... alors, c'est quoi l'expression exacte? C'est les... Cordonnier mal chaussé? Le cordonnier est souvent le moins bien chaussé, et c'est complètement vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai absolument aucun site internet. Pour moi. Bon, j'ai la chance, il n'y a pas de bois ici, mais j'aurais bien aimé toucher du bois. Mais tous mes clients, je les ai eus grâce à la recommandation. Ok, on va mettre du bois parce que hier, Diane aussi, elle a cherché. Ouais, on va finir par mettre du bois sur les tables parce qu'on a souvent cette c'est demande. Vrai. Et du coup voilà, j'ai jamais eu le besoin de trouver des clients. En réalité, c'était que des recommandations. Et mes premiers clients, pour vous dire vraiment concrètement comment j'ai fait, ça peut être intéressant d'ailleurs pour certains. C'est quelque chose qu'il faut faire, mais vraiment qu'au début. Si j'ai un conseil à vous donner, ne le faites pas, à partir de 6 mois, ne le faites plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai proposé mes services à titre gratuit pendant 15 jours sous essai. Et à l'issue de cet essai, eh bien, le client pouvait décider de continuer ou non avec moi. Et donc, en fait, c'est comme si le client pouvait m'essayer pendant 2 semaines
par rapport à ce que je faisais, voir comment je travaillais, etc. Et à l'issue de ces 2 semaines, ils décidaient ou non de commencer à travailler avec moi. Mais ça a énormément plu. Et d'ailleurs, le client des purificateurs, c'est comme ça que je l'ai eu. Et ça fait presque 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Tu dis qu'il faut le faire que pendant 6 mois, pourquoi? Parce qu'en réalité, après, ça me concerne que moi. Je pense qu'il faut qu'on soit payé à notre juste valeur. Et je vais être un peu cru, mais rien ne sert de baisser le pantalon si vous êtes bon dans votre domaine d'activité. Vous n'avez pas besoin de regarder la concurrence et de vous dire je vais baisser complètement les tarifs parce que vous allez finir par attirer les clients en conséquence qui ne vont pas bien, qui vont vouloir des tarifs les plus bas possibles. Et donc du coup qui vont regarder uniquement ça. Merci pour ce conseil, c'est très intéressant. Je vais rebondir dessus, je dirais quelque chose qui ressemble mais qui est beaucoup plus en raccord avec ce que tu dis sur le fait d'être payé à sa juste valeur, c'est de faire du coup un système de satisfait ou remboursé pendant quelques jours. C'est-à-dire que là, au moins, c'est payé. Et si la personne n'est pas satisfaite, on la rembourse. Mais du coup, c'est pas une période d'essai où c'est gratuit. Et si la personne est contente, derrière, elle paye. C'est d'un point de vue état d'esprit, c'est complètement différent. Ouais, sauf que dans la publicité, en réalité, c'est extrêmement compliqué de faire ça parce qu'on ne peut jamais savoir à l'avance si jamais il va y avoir des bons résultats ou non. Donc, si jamais une entreprise se dit « Ok, après 2 semaines, tu n'as pas eu des résultats, ou alors après un mois, tu n'as pas eu des résultats », c'est pas du tout juste parce que des fois, on peut avoir des résultats au bout de 2 mois, 3 mois. J'ai le cas d'ailleurs d'une personne que vous connaissez tous les deux très bien, avec qui on a commencé la publicité. Ça a mis à peu près 2 mois et demi, 3 mois avant d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, on a des très bons résultats puisque il a 2 prospects à peu près en moyenne par jour qui arrivent qualifiés. Il a 2 prospects qualifiés qui arrivent pour son entreprise. En sachant que voilà, lui, après, il vend des produits qui sont à 17 000 euros. Mais voilà. Donc, si jamais on leur appliquait cette règle de satisfait ou remboursé, dans ce cas-là, tu vois, au bout d'un mois, tu vois, ça marchait pas. On est d'accord que ça dépend des secteurs. Mais en tout cas, c'est mieux que de dire je suis gratuit et tu viens ou pas. Quand c'est possible de le faire, évidemment. Hein. Il y a juste, je rebondis sur un truc que vous disiez tout à l'heure. En gestion de projet, on dit rapide, pas cher et qualité, c'est pas possible. Exactement. T'en as 2 sur 3, jamais les 3. Rapide, pas cher et de bonne qualité, ça n'existe pas. Ah mais complètement. Mais d'ailleurs aujourd'hui, moi je sais que je facture, je facture à la hauteur que j'estime que je vaux. Il y a plein de personnes qui m'ont aidé à arriver à faire cette estimation. Mais du coup, ça vaut ce que ça vaut. Et si jamais le client veut un travail de qualité en sachant qu'on passe des heures et des heures et des heures à essayer de résoudre des problématiques, voilà. Après, il y en a pour tout le monde, il en faut pour tout le monde. Et souvent, même, c'est pas un problème non plus de vouloir, d'avoir par exemple un client qui veuille des tarifs très bas, puisqu'en fait, on est tellement nombreux à faire les activités que l'on a. Moi, dans mon cas, des personnes qui font du digital marketing, qu'en réalité, il y a du travail pour tout le monde. Et donc, ce que je fais dans ces cas-là, je dis à mon prospect, écoutez, le mieux, c'est que vous contactiez cette personne, ou alors que vous alliez sur ce site, et vous verrez, vous allez avoir des tarifs que vous demandez. C'est ça. Et de manière générale, pour ceux qui recherchent toujours les tarifs les plus bas, attention. Là, c'est un disclaimer. Je parle aussi justement aux entrepreneurs qui se lancent et qui n'ont pas beaucoup de budget. Il vaut mieux choisir de dépenser dans un seul investissement, mais qualitatif, plutôt que de se dire je vais prendre plein de trucs pas chers, mais en fait la qualité n'y sera pas. Ça me fait penser à notamment, il y a une petite histoire là-dessus, mais l'expérience et la compétence, ça a un prix. Donc si le prix n'est pas élevé, en général, il y a anguille sous roche. Et c'est quoi cette histoire déjà? C'est Picasso, Bouchra, l'histoire du dessin sur un coin de table sur une nappe? Ouais. Il était assis dans un café, il gribouillait un dessin et en fait, il y a une dame qui vient le voir. Est-ce que je pourrais acheter votre dessin? Il allait jeter sa serviette, il fait oui, alors c'est tel prix.
Je suis désolée, j'ai oublié combien c'était. Ça C'était le 3 prix. Elle millions, fait, quoi. ah, mais non, ça vous a pris juste 5 minutes. Non, non, ça m'a pas pris 5 minutes. Ça m'a pris toute mon expérience. Ça m'a pris des années, en fait, pour faire ce truc-là en 5 minutes. Ah oui. Effectivement. Et bien sûr. Quand un entrepreneur aguerri ou quand un coach demande, ou j'en sais rien, moi, un graphiste ou peu importe, demande un certain prix pour ses réalisations, ce qu'il vend, c'est pas la réalisation, c'est tout le temps qu'il a mis à se former pour servir cette réalisation de qualité ou ce rendez-vous de qualité, etc. Exactement. C'est en fait, en réalité, il vend son expérience, son expertise par rapport à la prestation. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et des résultats. Et des résultats. Et c'est vrai que, enfin voilà, je veux dire, c'est... Après, voilà, il n'y a pas de secret. Plus on avance dans le temps, plus on accumule d'expérience. Enfin, je vois plein de cas d'entreprise. D'ailleurs, c'est ça qui est passionnant, en fait. Moi, personnellement, dans mon métier, c'est que je vois tellement de secteurs d'activité différents que j'arrive vraiment à voir des subtilités dans chacun des secteurs. Et du coup, si je retombe dans un secteur un peu similaire, j'ai déjà eu l'expérience à travers... j'ai déjà eu une partie de cette expérience que je peux mettre en application pour un client. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un autre exemple avec ça. Quand on établit son prix pour un produit ou pour un service, parfois, on se dit, tiens, là, j'ai pas de clients, je vais baisser mon prix. Je vais le mettre à moins 50%. Toujours pas de clients, allez, je vais mettre moins 50 encore. Au final, ce serait plus rentable, mais on continue à le baisser, on n'a pas de clients, on comprend pas. Et derrière, si on le met au contraire très cher, d'un coup, il n'y a rien qu'à changer, hein, la même landing page, la même personne derrière, on a juste mis plus cher le tarif, et là, on a des clients. C'est la valeur perçue. Exactement. C'est la valeur perçue, et comme un iPhone. Et justement, faire de la gratuité, faire des tarifs très bas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, en vrai, on n'est pas bon, on ne délivre pas beaucoup de valeur, donc on vaut pas le coup. Ça veut dire, c'est perçu comme... Ça peut être perçu. C'est ce que je voulais dire. Et merci d'avoir rectifié ce mot. Mais oui, c'est ce que je voulais dire. C'est pour le client, ça peut vouloir dire que... Ça peut être perçu comme ça. Mais c'est pas vraiment la vérité. Effectivement, et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais voilà. Je pense qu'on connaît tous beaucoup de personnes qui sont très très bonnes dans leur domaine. Et on leur dit non, mais je comprends pas. C'est pas assez cher. C'est pas assez cher. Merci pour ce partage. On va passer à la question suivante, du coup. La question suivante, c'est quel est le secret de ta résilience ? Qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu te lèves, t'es motivé, t'as envie de continuer, tu ne baisses pas les bras ? Depuis que je suis petit, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'admire beaucoup certaines personnes qu'on connaît tous. Vous les connaissez, en général, c'est toujours les mêmes qui ressortent, mais il va y avoir du Bill Gates, du Elon Musk, etc. En fait, ces personnes-là qui sont parties de zéro et qui ont réussi à faire quelque chose de très grand. Et en fait, je me suis toujours dit, comme quand j'ai passé mon permis de conduire, je regardais dans la rue et je regardais les voitures passer, je me disais, mais pourquoi lui, là, qui vient à peine de passer, il aurait son permis et pas moi ? Et donc du coup, ça fait partie de ma résilience, c'est que je me dis, mais pourquoi les autres y arriveraient ? Et pourquoi j'y arriverai pas, en réalité ? Il n'est pas plus intelligent que moi, c'est ça ? En fait, si tu veux, je pense qu'on est tous, on a tous, tous les humains ont des qualités. Tous les humains ont des très bonnes qualités. On a tous des qualités et des défauts, mais on a tous quelque chose en nous qui fait que, on est performant dans quelque chose. Et si les autres y arrivent, bon, des fois on peut ne pas y arriver, mais vous voyez le principe que je veux vous dire, quoi. On peut d'une manière ou d'une autre, suivant le chemin qu'on va prendre, arriver à atteindre nos objectifs, en réalité. Il y a ça, et puis aussi, il y a aussi le fait que j'ai eu un passé extrêmement douloureux aussi. Donc quelque part, depuis que je suis petit, en fait, je me suis fixé en tête de me donner les moyens de réussir. Et de jamais lâcher, qu'importe ce qui arrive, qu'importe les obstacles. Dans tous les cas, on est dans un pays, on ne se rend pas compte, mais aussi qu'on peut faire beaucoup de choses. Dans certains autres pays, en réalité, leur priorité, c'est pas l'entreprise qui compte. Ça va être de manger ou de boire. Ou alors, ça va être d'autres choses. Ou alors, il va y avoir, par exemple, une dictature en place, et ils pourront jamais être des entrepreneurs comme nous, on l'est aujourd'hui. Donc,
je me dis, on a beaucoup de chance. On peut monter des très belles entreprises dans notre pays. Il faut rien lâcher, quoi. En fait, il faut continuer et il faut pas lâcher, quoi. Merci pour cette réponse. Donc en gros, tu le fais en comparaison. Tu fais ça en comparaison Toujours. des autres. C'est ça qui ton moteur, finalement. Tu te dis, je peux. S'il y en a d'autres qui y ont réussi un jour, qui y arrivent, ça doit être faisable aussi, à ma manière. Voilà. Ça, et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a, en réalité, on a tous des cartes en main. Et en fait, la manière dont vous jouez les cartes, je dis ça parce que j'étais avant joueur de poker pendant très très longtemps. Et en fait, la manière dont on joue, on dit toujours au poker que c'est pas les cartes qui comptent, la valeur des cartes, c'est la manière de les jouer. Et c'est absolument vrai. Et du coup, je fais un reflet sur notre vie à nous. Je pense que voilà, on a encore une fois toutes ces cartes et on en fait ce qu'on en veut. Et suivant comment on les joue, on a la vie qui arrive en fait. Suivant comment on les joue. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, et encore heureux. Mais en tout cas, voilà. C'est pour ça que le symbole des cartes est intéressant, c'est que les cartes, quand on en pioche une, on ne sait pas ce qui va arriver. Exactement. Par contre, effectivement, une fois qu'elle est là, il faut savoir comment jouer avec. Et c'est ça le principe de saisir une opportunité ou non, de réagir ou pas, de dépasser une limite, un blocage. Je pense que la métaphore du jeu de cartes est intéressante. Ouais. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, le fait de citer Bill Gates ou Elon Musk qui partent de zéro. Il faut faire attention avec ça, parce qu'en fait, le zéro de certains n'est pas le même zéro que d'autres. Bill Gates a un père qui est avocat et une mère qui est professeure qui siège au conseil de direction ou d'administration de grandes entreprises. Donc, partir de zéro dans le garage d'une grande villa, c'est pas la même chose que partir de zéro en étant père célibataire. Enfin, on a reçu des invités qui étaient parents, qui étaient au chômage. Et encore, en France, on a la chance d'avoir le chômage. Enfin, partir de zéro n'est pas la même chose pour tout le monde. Et donc, partir de zéro de Bill Gates, en fait, il y en a beaucoup qui rêveraient de partir de ce zéro-là. Après, je suis d'accord avec toi. En fait, on a chacun des points forts. Et certains, en partant de zéro, dans les pires conditions du monde, ils vont devenir footballeurs professionnels à gagner des millions. Et puis moi, je peux m'entraîner autant que je veux, je peux m'entraîner pendant 1 an, 14 heures par jour au foot. Je suis désolée, je suis pas faite pour ça. Je vais jamais y arriver. Donc en fait, il faut choisir la bonne carte. Vous parliez tout à l'heure de l'image des cartes, il faut choisir la bonne carte, la sienne, sa carte forte. Et se battre pour ça et avoir cette obstination pour ça. Mais pas forcément se comparer à d'autres et pas forcément... Après, bon, je parle de Bill Gates parce qu'ils sont connus, mais j'ai un exemple très concret qui est le père de ma conjointe qui est américaine. Il est parti d'Irlande avec zéro. Enfin, zéro. Il a payé juste son billet d'avion. Il est arrivé avec une valise et des vêtements. Et aujourd'hui, il a une très grosse entreprise à New York. C'est lui qui fait les boutiques de New York. Il m'a montré un Zara. On est parti dans un Zara qu'il a fabriqué. Il m'a fait rentrer aussi dans les tours Rockefeller. Après, voilà. Lui, c'est sa réussite à lui. On n'a pas tous les mêmes notions de réussite. Mais en tout cas, il est parti de zéro et il a réussi à faire quelque chose de très grand. Moi, personnellement, j'aime voir très grand, mais on a tous notre manière de voir qu'est-ce que c'est qu'un objectif atteint. Pour moi, l'objectif atteint, c'est quelque chose d'énorme et qui a un énorme impact sur le monde dans lequel on vit, en réalité. Donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est en gros, tout le monde, absolument tout le monde, est capable de réussir quelque chose et de faire quelque chose, de créer quelque chose. Maintenant, il faut y mettre du sien, il faut jouer les cartes au bon moment et avancer, quoi. Il y avait même Walt Disney qui disait, je crois, tout ce que vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Et je pense qu'en réalité, il a vraiment raison.
bien sûr, alors voilà, on peut rêver d'aller sur la planète Mars et là, ça va être compliqué. Mais bien que je pense que ça finira par se faire. Mais en tout cas, je pense effectivement que. Moi, je rêve de faire 1,85 m. Bah écoute, techniquement, tu pourrais, tu mets des échasses sous ton pantalon, tu peux, si tu mets des talons énormes, tu pourrais. Non, mais oui, je comprends l'idée. Et c'est bien d'avoir cette posture-là parce que c'est ce qui fait qu'on se bat, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on continue à avoir cette résilience. Et je trouve ça très beau. Juste une petite précision, tu parles là d'un projet, d'un objectif, d'un rêve qui est plus grand que toi, qui est très grand, qui a un impact sur la société, etc. C'est le marketing digital dont tu parles ou c'est d'autres choses? Alors non, c'est pas le marketing digital, bien que ça pourrait en faire partie. Parce que le marketing digital, grâce à ça, je peux aider de nombreuses entreprises. Et des entreprises aussi qui ont un impact, qui peuvent avoir un impact très fort sur le monde dans lequel on vit. Mais c'est pas de ça que je parle, non. En fait, en réalité, il y a 3 ans de ça, j'ai inventé un nouveau concept d'éolienne. Avec, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est 3 personnes qui l'ont inventé. 3 ingénieurs à la base. Et après, en fait, j'ai transformé cette idée en idée d'entreprise à travers un business plan, etc. Et en fait, on a passé des concours. Et ben là, par exemple, le dernier concours, c'était le concours de l'entreprise innovante qui se déroule à Albi. Et ben, du coup, j'ai eu la chance d'avoir le 3e prix avec, je crois que c'était 14 000 € de subvention. Voilà, de la part de la ville d'Albi. Et en fait, c'est un projet d'éolienne qui me permettrait d'accomplir mon rêve de pouvoir contribuer fortement au monde dans lequel on vit et qui est si grandiose que je parle, puisque c'est un nouveau concept. Je peux expliquer brièvement de quoi il s'agit, il n'y a pas de problème. Si tu veux, vas-y. Le principe, en fait, c'est de mettre des batteries d'éoliennes, mais pas du tout celles que vous voyez, que vous avez l'habitude de voir, sur des toitures d'industrie qui sont actuellement vides ou alors qui, de temps en temps, ont des panneaux solaires au-dessus. Et en fait, c'est de remplir ces toitures-là par des éoliennes, en sachant qu'on n'aura plus de pollution visuelle. Et en sachant qu'en fait, des toitures d'industrie, il n'en manque pas. Ben, du coup, le principe, en fait, ça serait de pouvoir également donner l'accès à l'électricité à ceux qui n'en ont pas. Et grâce à vu qu'on met ces éoliennes sur des toitures, on pourrait très bien imaginer dans des pays où c'est qu'il y a beaucoup de vent, installer ces éoliennes-là sur des bâtiments et que ces bâtiments puissent servir de petite production à des habitants d'un pays qui n'auraient pas forcément les moyens de faire leur industrie, puisque en réalité, pour amener de l'électricité jusqu'à une industrie, c'est quelque chose qui coûte très cher de mettre du filaire. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accès en réalité à l'électricité. Et là, ça permettrait de donner l'accès à l'électricité à des pays qui n'en ont pas et leur permettre de pouvoir croître. Et aussi, ça permettrait aux pays développés comme les nôtres de pouvoir avoir d'autres alternatives pour produire de l'énergie. Très bien, c'est un beau projet et comme tu dis, ça fait 3 ans, hein, c'est ça qu'il est dans la valise. Alors ouais, ça fait 3 ans qu'il est dans les valises parce qu'en fait, c'est mon entreprise de digital marketing qui est en train de me payer justement une partie de ce que j'ai besoin pour faire la fabrication et les pré-séries de cette éolienne. D'accord, donc finalement, ton statut d'entrepreneur actuel et de dirigeant sur le digital marketing, il est là aussi pour créer quelque chose, une nouvelle boîte un jour, quand tu pourras, pour te lancer dans ton projet rêvé. C'est ça, mais je n'arrêterai pas pour autant le digital marketing parce qu'encore une fois, c'est une passion. Et vous n'avez pas choisi des financements ou Alors oui, c'est une très bonne question, mais en fait, je ne veux pas du tout de financement parce que je ne veux pas du tout être dépendant d'actionnaires ou de personnes qui ont investi, parce que les décisions de mon entreprise sont les décisions de mon entreprise et je ne veux pas que d'autres personnes prennent des décisions à ma place. D'accord, donc pas de dilution du capital. Ouais. capital, mais pas de dilution, la non. question que je pose aussi, c'est des financements, enfin il y a des prêts, des choses comme ça pour les entreprises
Déjà en général, les startups également et celles qui sont engagées. Alors, j'ai fait le choix de ne pas faire de prêt parce que c'est quand même risqué. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il y a aujourd'hui se retrouve quand même principalement sur papier. Donc, comme très souvent, c'est très beau quand on le voit sur papier, mais il faut que ça marche derrière. Il y a besoin de faire une D'accord, preuve de les concept. POC sont pas faits? Ben, j'ai besoin en fait de la mener en soufflerie, voilà, le test en soufflerie à Airbus, etc. De faire tout un tas de tests, mais normalement les ingénieurs qui ont bossé dessus, ils l'ont réfléchi, mais on n'est jamais à l'abri, voilà, que ce qu'il y a sur le papier ne fonctionne pas. Il faut qu'un prototype soit créé, il y ait des mesures dessus. Tu parlais de data tout à l'heure, il manque la data pour prouver réellement que ça va marcher. Exactement. Okay. Mais j'ai déjà des clients qui sont prêts à l'acheter déjà. On te souhaite que ça fonctionne bien, et c'est vrai que cette notion, c'est intéressant parce que l'esprit, l'entrepreneuriat, il y a deux types de personnes qui le vivent. Il y a ceux qui le vivent pour aller loin dans une démarche d'entreprise, peu importe la manière, et du coup ils sont prêts à diluer énormément leur part, etc. Et ça marche très bien, c'est le principe de quasiment toutes les startups, c'est de dire, même si je suis le fondateur, j'ai plus qu'un petit pourcentage, mais c'est un petit pourcentage de quelque chose qui est tellement grand que ça reste grand. Toi, l'entrepreneuriat, tu le vis comme étant l'indépendance extrême, et du coup, le fait même d'avoir des actionnaires, c'est hors de question. Du moins pour le moment, ouais. Très bien. Bon, on a terminé avec les questions principales. J'ai quelques petites questions surprises. Ah bon? Ouais, on va être rapide. Je t'ai pas préparé là. Non, c'est... De toute façon, je t'ai pas préparé tout court, donc... C'est le but. Steven, ça doit être la personne qui a regardé toutes les vidéos. C'est ça. Je suis pas sûre que tu sois surpris. C'est les questions du tac au tac. Donc ces questions du tac au tac, ce sont des questions où tu réponds rapidement et tu nous dis, comment dire, ta préférence. Donc, première question. Est-ce que tu es plutôt recrutement ou prestataire externe ? Honnêtement, les deux, parce que les deux, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Plutôt formation ou auto-formation ? Désolé, les deux aussi. Désolé. Il n'y a pas de vérité absolue. Pour moi, les deux sont bons. Tu nous as parlé de formation que tu as réalisée tout à l'heure. Déjà, tu as quelqu'un qui t'a formé à ce métier. Tu as aussi cité un autre nom qui est le meilleur de France, oui. à ton sens, qui t'a aussi formé dans le domaine. Donc la formation, c'est sûr que c'est quelque chose qui t'a apporté des choses. Est-ce que tu t'es aussi auto-formé sur des choses ? Ouais. À travers toutes les expérimentations que je fais sur la publicité, je suis obligé de faire des expérimentations tout le temps. Donc je m'auto-forme en réalité. Tiens, est-ce que tu es plutôt réseau d'entrepreneurs à la cool ou réseau structuré ? À la cool. Le téléphone et les emails, est-ce que c'est plutôt un ami ou un ennemi ? Un ami. Tu te fais pas déborder par les notifications ? Si, mais c'est pas un problème, il faut savoir les gérer après. Est-ce que tu as une journée type ou est-ce que tu es plutôt chaos organisé ? Plutôt chaos organisé. Et est-ce que malgré tout, tu as des petites routines que tu insères dans ta semaine ? Ouais. Complètement, tous les jours. Malgré tout, j'ai des routines, mais après, par contre, c'est comme ça vient les urgences, ce que j'estime les urgences, et comment j'estime les choses, et ça vient... Après, je me prends des notes tout le temps, pour pas oublier, mais après, de manière de structurer, il y a un jour aussi que je vais être en très très bonne forme pour attaquer un sujet qui est très complexe, et d'autres pas du tout. Donc, je pense que d'ailleurs, notre cerveau, c'est comme ça qu'on fonctionne. J'avais vu cette méthodologie, je ne sais pas si ça vous parle, le flow. C'est-à-dire qu'en fait, pour travailler dans un sujet, il faut être dans un flow. Et donc, c'est-à-dire que pendant un certain temps, notre cerveau va être en capacité de pouvoir se concentrer pleinement sur une tâche précise. Et en fait, la personne, je ne me rappelle plus de son prénom sur YouTube qui exposait cette méthodologie, elle disait de scinder la journée en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui nous demandent pas, où c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Le traitement des emails, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir, par exemple. Les appels, certains types d'appels, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Et en fait, de faire des blocs comme ça, où c'est qu'on a besoin de se concentrer pleinement, etc. Et de fonctionner dans des flows en réalité. Et quand je bosse sur quelque chose, je déteste qu'on me dérange et qu'on me coupe dans ce que je fais, parce qu'en fait, quand je quitte le travail que je fais et que je reviens, je mets trop de temps à me remettre dedans. Et donc du coup, j'ai besoin d'être dans un flow comme ça pendant 2 ou 3 heures, concentré à fond dedans.
Alors juste pour préciser, ce que tu parles, hein, le fait d'avoir des différentes sessions comme ça, c'est une méthodologie qui s'appelle le deep work. C'est vraiment le fait d'avoir des sessions de travail profondes, hein, c'est la traduction littérale, et du coup entrecoupées de sessions plus calmes ou même du sport ou des choses qui permettent de se changer les idées. Et le flow, je pense que tout le monde l'a expérimenté un jour. C'est le fait de se lancer dans une tâche, quelle qu'elle soit, et d'être tellement focalisé dedans qu'on en oublie tout le reste, même on en oublie la fin, on en oublie l'heure qu'il est, et on peut se retrouver, quand on sort du flow, c'est comme quand on se réveille le matin, on se dit mais où est-ce que je suis, et on s'est même pas rendu compte en fait qu'on avait passé autant de temps et autant d'énergie à faire l'action qu'on était en train de faire. C'est ça la sensation du flow. C'est tout le temps, c'est quasiment tout le temps que ça m'arrive. C'est vraiment très très souvent. Et je pense que c'est comme ça qu'on est le plus efficace d'ailleurs. Ok. Et tu parlais donc la petite routine que tu appliques au quotidien, c'est ça? Oui, avec les flows. Et après, le fait de manager au quotidien les comptes clients, parce que il faut regarder également les dépenses publicitaires. Oui, que ça se. Oui, il y a un jour, en fait, un dimanche, j'avais loupé de regarder le compte de mon client. Il m'appelle, il me dit Steven, il n'y a pas un problème là. D'habitude, on a à peu près 200 clics par jour. Et là, en fait, on se retrouve avec, je crois que c'était 1300 clics, un truc comme ça. On a dépensé 600 € en 2 heures, c'est normal. Et là, en fait, c'était un petit paramétrage de rien du tout que j'avais fait. Mais ce jour-là, ce dimanche-là, parce que ça me prend, tous les jours, je me prends 20 minutes pour regarder tous les comptes de mes clients. Et là, j'avais oublié de le faire. Et bien, à cause de ça, voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas grave, ça a été rattrapé. Il a eu des retours sur investissement. Donc là, c'est le principal. Ouais, mais bon, je peux comprendre la frayeur, surtout pour toi. Ouais. Parce que, ouais, bon. Alors, est-ce que tu es plutôt lecture, vidéo, podcast? Et la question, elle est surtout pour le business. Vidéo, podcast. Vidéo Okay. Et podcast. Et est-ce que tu as en tête des vidéos, des séries de vidéos, des podcasts que tu regardes, que tu conseilles? C'est trop. Enfin, je veux dire, je non, même pas là. En réalité, je regarde énormément de vidéos déjà sur l'entrepreneur en lui-même, avec une émission, c'est TEDx, ça s'appelle. Franchement, en réalité, tous les soirs, avant de m'endormir, je ne peux pas m'endormir si j'ai pas regardé des vidéos sur l'entrepreneuriat. Vous allez peut-être me prendre pour un malade, mais c'est un sujet qui me passionne. J'adore ça, le monde de l'entreprise. Et donc, je pense que je dois être un des plus gros consommateurs de YouTube parce que j'y suis vraiment tout le temps en train de regarder des nouvelles vidéos et les sujets sont divers et variés. Donc, c'est dur de répondre à cette question. Et du coup, tu suis pas une chaîne en particulier, tu te laisses porter par les recommandations? Je suis Créacilia, en fait. Mais après, je sais pas, il y a Sonicourt, il y en a plein. Il y a aussi, comment il s'appelle, David Laroche. David Laroche. Oui, qui est plutôt orienté sur le coaching. Voilà, sur le coaching. Sur les coachs de manière générale. Ouais, c'est ça, sur les coachs, mais bon, aussi qui est quelqu'un qui apporte beaucoup de motivation, qui sait remettre les personnes dans le chemin, entre guillemets. Il y en a vraiment beaucoup. Honnêtement, si vous avez envie, si on parle à l'auditoire, si vous avez envie, franchement, il y a vraiment de tout. Et allez-y, quoi. Vous trouverez votre bonheur. Il n'en manque pas, quoi, sur Internet. On n'est plus à l'époque des Minitel, quoi. Et puis quand on commence à regarder des vidéos du même style sur YouTube, derrière, ils nous en proposent plein de nouvelles. Donc c'est facile de regarder Ouais, tout à fait. Ouais. Tout ça. Est-ce que tu es plutôt sport ou art? Plutôt sport. Tu pratiques, tu regardes, les deux. Bon, je faisais du tennis, je me suis un peu arrêté. mais du coup, ouais, plutôt sport. Dernière question, en fait. C'est une toute dernière, mais c'est en fait, on a fini l'interview. Pour nous, comme on disait, hein, notre auditoire, c'est aussi beaucoup des personnes qui veulent se lancer ou qui se sont lancées il n'y a pas très longtemps. Est-ce que toi, tu as un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance, justement, et un seul conseil? Quel est le conseil phare que tu aimerais donner ou que tu aurais aimé entendre quand tu t'es lancé? Trouve une personne qui fait la chose que tu as envie de faire et essaye de t'en approcher.
et essaye de tirer des conseils d'elle. Quand tu dis se rapprocher, ça signifie quoi? La rencontrer en personne, ça signifie la suivre sur les réseaux et... Ça signifie la suivre sur les réseaux, ça signifie pouvoir parler avec elle. Ben, encore une fois, comme j'ai dit au tout début, Bruno Guyot, c'est pas arrivé non plus par hasard. J'ai beaucoup parlé avec lui. Et en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort dans son domaine. Et je pense que si je veux être aussi fort et faire partie comme lui des 1% les meilleurs de France, parce qu'il a l'étiquette Google Partner premier, ben, il faut être à côté de ces gens-là pour y arriver. C'est intéressant. C'est vrai que ça donne... comment dire, quand on a une vision, un axe, et que cet axe finalement est personnifié par une personne qu'on a envie d'être ou d'atteindre, entre guillemets, bah c'est vrai que ça peut aider parce qu'on peut limiter ou en tout cas essayer de se rapprocher de la personne de ce qu'elle fait. Donc, je compare ça un peu aux posters quand on est petit dans la chambre. On met souvent les posters de nos idoles. Alors je pense qu'aujourd'hui, peut-être que c'est plus le cas. Même, c'est probablement sûr, c'est rigole. Mais du coup, je pense que c'est plus le cas. Mais en l'occurrence, dans l'esprit, c'est le même. Parce qu'ils continuent, ils vont suivre des influenceurs, ils vont suivre des personnes, des personnalités sur les réseaux. Et donc, en fait, on en est là, en fait. C'est ça. Ouais, c'est vrai que le TikTok a remplacé les posters, mais c'est le même principe, on est d'accord. Ouais. Juste avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui souhaitent te contacter? Sur LinkedIn, tout simplement. Sur LinkedIn, Steven Marché. Merci beaucoup Steven d'être venu, d'avoir répondu à tes questions, à nos questions, d'avoir partagé toute ton expérience et puis à bientôt. Merci à vous et à très bientôt.